Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Colline Musel, vétérinaire, coach, formatrice et cofondatrice de Wondervet. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire, entrepreneur, podcasteuse et fondatrice de Thémavet. Bienvenue sur le podcast numéro 1 de la profession qui démontre qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, qu'ils soient praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, leurs réussites et les joies qui vont avec, mais aussi leurs difficultés et leurs échecs. C'est toujours avec le même enthousiasme que nous prêtons notre micro aux vétérinaires pour la 3e saison consécutive, pour continuer à nous raconter tels que nous sommes vraiment, interroger notre quotidien professionnel bien sûr, mais aussi et avant tout notre rapport à la vie, au monde animal et à la planète. Le tout saupoudré d'une bonne dose de déculpabilisation. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'accueillir pour le dernier épisode de la saison 3, Flore Noël. Salut Flore et bienvenue sur Veto Micro. Salut Colline, merci pour l'invitation. Et avec grand plaisir. Flore, tu es sortie de l'école vétérinaire d'Alfort en 2018 et le moins qu'on puisse dire, c'est que ta première expérience professionnelle fut intense. C'est un CDD de 6 mois où tu es en équine et ton compagnon en rural. Et à la fin du 5e mois, ton patron fait un infarctus et tu te retrouves à gérer seul les gardes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 1 mois. Le tout pour une clientèle d'éleveurs de trotteurs. Après cette première expérience que tu qualifies d'un peu traumatisante pour une sortie d'école, tu décides d'intégrer une grosse structure où tu exerces pendant 1 an en équine et en canine. Malheureusement, les nombreux points positifs ne suffisent pas à empêcher l'épuisement lié à un mode de vie qui ne te convient pas. À ce moment-là de ta vie, tu songes à arrêter la pratique vétérinaire jusqu'à la rencontre avec Ludivine. Tu pars exercer à ses côtés en tant que salarié en canine dans la clinique du Petit Chien Noir. Auprès d'elle, tu retrouves le goût à la pratique. Tu découvres une manière de pratiquer la médecine vétérinaire qui te plaît vraiment. Tu prends plus ton temps pour bichonner les gens et leurs animaux et tu développes une passion pour la communication avec la clientèle. Après 3 ans, vous vous associez. Cette association dure 2 ans et début 2025, Ludivine quitte la clinique et tu te retrouves seul capitaine à la barre. Depuis ta sortie d'école, tu as fait des tas d'autres choses à côté de ta vie de véto. Pour en citer quelques-unes, il y a un mariage en 2023 avec ton chéri rencontré en prépa, la rénovation qui est en cours d'un corps de ferme, une formation au management avec Wondervet, l'accueil d'une portée de ta Shetland, beaucoup de temps passé avec ta famille et tes amis, et un gros projet qui se concrétise après 2 ans de travail, la création du label Vet Friendly, dont nous allons amplement parler aujourd'hui. Bref, ce que tu dis de toi, c'est que tu détestes rester sans rien faire, même devant un film. Pour finir cette présentation, j'ai envie de te citer. Je suis issue d'un mariage atypique entre un agriculteur et une professeure de physique-chimie de 2 caractères opposés. J'ai appris le travail physique et le courage par mon père et la rigueur scientifique et la volonté d'aller loin dans les études par ma mère. Le mix des deux a fait un truc. Moi, hypersensible, hyperactive, courageuse et obstinée. Si je commence un truc, je le finis. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter ou modifier dans cette présentation, Flore ? Non, c'est parfait, je pense que ça me correspond très bien. Ça a été très long, mais visiblement, il y avait tout dedans. Et pourtant, je me suis appliquée à réduire au strict minimum que je voulais nommer avant que les gens te découvrent plus grâce à cette interview. Du coup, je te propose qu'on plonge un petit peu dans ton parcours en commençant par notre première question traditionnelle. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir vétérinaire ? Je crois que c'est ma mère. Ma mère a toujours rêvé d'être vétérinaire. Elle a fait 3 ans de prépa et elle a pas réussi. Et depuis petite, on a des animaux à la maison et on est quotidiennement amenés à les emmener chez le vétérinaire. On a tissé des liens particuliers avec celui-là. Et en fait, c'est un peu venu au fur et à mesure des études avec des stages chez ce vétérinaire en question, le vétérinaire de famille, hein, puisqu'il venait chez mon père aussi à la ferme. Et lui, il m'a dit Flore, toi, tu seras vétérinaire. Et ce jour-là, je me suis dit bon, pourquoi pas. T'avais quel âge, tu te souviens ? J'avais 12 ans, 13 ans par là. Ok. Et
Et ouais, en fait, j'ai eu quand même des moments dans ma vie où je me suis posé la question si c'était le bon moment et si fallait vraiment que je sois vétérinaire parce que bah au lycée, en prépa, on nous fait souvent comprendre que il faut être très 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 bon. Mmh. Et j'ai pas toujours été très 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 bonne. J'ai eu un parcours classique, hein, mais j'avais pas des notes excellentes. J'étais jamais première. Voilà. Donc j'ai gravi les échelons petit à petit, à la sueur de mon front. Et puis en prépa, je me suis dit: «De toute façon, je ferai rien d'autre. Enfin, c'est vraiment ça ou rien» et donc voilà. OK, la certitude que c'était vraiment ça et finalement arrivé en prépa, Ouais, je ce que je pense. comprends. Oui, oui. J'ai failli, me lancer dans des études d'architecte parce que j'étais, pour le coup, pas trop mauvaise en maths et OK. j'aimais beaucoup le dessin. Je dessine toujours beaucoup et je m'étais dit: «Bah, les maths, le dessin, pourquoi pas architecte?» Au final, c'était un métier que je ne connaissais pas du tout. Maintenant que je connais Mmh. un peu plus le métier, je suis pas sûre que j'aurais voulu faire ça, mais voilà, j'ai eu, longtemps l'hésitation entre architecte, véto et c'est véto. Voilà. Magnifique. Quel souvenir tu gardes de ton entrée à l'école Véto d'Alfort? J'ai vraiment aimé. J'ai un fort caractère, donc l'accueil a pas toujours été simple pour mes anciennes. D'ailleurs, je m'excuse si elles écoutent ce podcast pour tout ce que je leur ai fait subir. Mais au final, j'ai vraiment, passé des bons moments. J'ai rencontré des gens qui maintenant sont toujours, des amis proches. Mmh. Et puis, j'ai absolument pas été traumatisée. Il y a rien eu de choquant, qui s'est passé pour moi. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à rentrer dans le jeu d'intégration, oui. Mmh. OK. Donc c'est un bon souvenir pour toi globalement, Oui, intégration. vraiment bon. Mmh. À part les réveils à 5 heures du matin, où il fallait, déjà manger des choses, pas comestibles. Ça, j'ai eu un peu plus de mal à le vivre. Mais sinon, non, non, j'ai vraiment, apprécié ces moments-là. OK. Et les études, globalement, comment tu les as vécues ces 5 années d'école? Je les ai trouvées trop courtes. J'aurais aimé que ça dure OK. plus longtemps. Ouais. J'ai eu la chance d'intégrer, l'école un peu plus jeune que la moyenne parce que j'avais sauté des classes quand j'étais plus petite et en fait, j'avais l'impression d'être encore une étudiante et pas du tout une adulte quand je suis sortie de l'école. Donc j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. J'ai fait une 5e année en équine qui a été quand même un peu plus dure, physiquement et psychologiquement. Mais mais je pense que j'aurais pu rester à l'internat rien que pour rester à l'école. Pas tellement pour l'internat en lui-même, je dois l'avouer. Et c'est ce que tu as fait ou pas Non, non, finalement? non, j'ai pas fait d'internat. Je suis partie en mixte, canine-équine directement. Qu'est-ce qui fait que tu as pas choisi de faire d'internat alors que finalement tu aurais aimé prolonger les études? Je crois que c'est parce que j'avais aucune de mes amies qui faisait un internat et je me suis dit: «Je vais me sentir vraiment seule». Heu, Mmh. je sais qu'on doit pas faire d'études pour être avec ses amis, mais moi clairement c'était ça et donc j'ai pas voulu pour cette raison-là et aussi parce que l'internat d'équine était réputé pour être vraiment difficile. Donc j'avoue, j'ai baissé les bras et je me suis dit: «Bon, je me lance dans la pratique et je vais voir ce que ça donne, rien ne m'empêchera toujours de prolonger par un assistanat au CIRAL ou autre, plus tard» et finalement, je me suis bien Mmh. retrouvée dans la pratique, directement, généraliste. OK, d'accord. Comment tu as choisi ce premier poste? J'ai une amie qui partait en congé maternité et elle nous a proposé à mon copain et à moi de venir la remplacer. Elle savait qu'on était, tous les 2 assez complémentaires parce que lui faisait de la rurale pure, moi je faisais de la canine équine. Donc elle s'est dit: «Bah, comme je fais de la mixte globale, ils vont pouvoir me remplacer et c'est des jeunes étudiants, à 2, ils peuvent faire mon poste, quoi» Mmh. et donc elle nous a proposé son poste qui était, à la fois très formateur et à la fois un peu, comment je dirais ça? Un peu, ouais, traumatisant, pas à 100 mais ça nous a jetés dans le grand bain vraiment, vraiment, vraiment. Parce que, on faisait des gardes, très souvent. En plus, elles étaient communes, donc on était soit l'un, soit l'autre, dérangés, à chaque nuit où on était de garde et on s'imagine quand on sort d'école que 216 jours, sur un forfait jour, c'est pas beaucoup. En réalité, quand on est sur le terrain, on se rend compte que c'est vraiment fatigant, d'enchaîner surtout un forfait jour, des grosses journées, 216 jours par an, c'était beaucoup, quoi. Voilà.
Et donc sur un job qui était déjà, intense, s'est rajouté, un événement, tragique puisqu'il y a eu, Ouais, c'est un ça. infarctus, de l'associé qui restait. Vous étiez donc 3 vétos, hein, si j'ai bien compris? On était Toi et ton 4. compagnon, On était 4, 4 il y avait un vétos. Il y autre? avait OK. une autre associée qui faisait que de la canine à ce moment-là, mais qui faisait OK, pas de garde du tout. OK. Et elle bossait pas beaucoup de jours, donc pour raisons personnelles. Et donc on était surtout, Clément, moi et le patron en question, l'autre associé. Donc comme lui s'est retrouvé, alité, à l'hôpital, du jour au lendemain, enfin c'était très grave, hein, on a cru qu'il allait décéder. On s'est dit: «Bon, on prend les rênes du truc et on laisse pas couler la boîte, quoi. On va, essayer d'aller jusqu'au bout et on fera ce qu'on peut faire». Alors on était débutants et je pense qu'on a fait des erreurs, mais en tout cas, à la clinique s'en est sorti, je vais pas dire grâce à nous, mais quand même sur 1 mois, on a le temps de perdre des clients et qu'il y ait des catastrophes qui arrivent, donc bon, voilà. Je me jette pas des fleurs, mais mais on a quand même essayé de Ouais, tenir la barre, pendant ces 30 jours-là, quoi, qui ont été très longs quand même, ouais. quand on sort d'école. Bah, j'imagine. Ouais, c'est ça aussi que je trouve, heu, qui je comprends l'aspect un peu traumatisant. C'est tu sors d'école sur, une clientèle d'éleveurs de trotteurs, donc il y a quand même de l'enjeu, quoi. C'est des gens qui élèvent des chevaux pour qu'il y ait de la course derrière, enfin et en plus, je dis pas que ton chéri, il avait pas d'enjeu, hein, parce que sortir d'école et se retrouver à gérer toutes les gardes seul en rural, ça doit être sacrément stressant aussi. Mais, du coup, qu'est-ce que tu retiens de, de ces 6 mois et de ce mois-là de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour tenir bon, pour faire tenir une entreprise, parce qu'il y a eu un drame et que vous êtes mobilisés pour dire: «OK, on va faire tout ce qu'on peut pour que ça tienne, quoi», jusqu'à ce qu'ils reviennent? Ce que je retiens de ça, c'est déjà d'avoir eu conscience qu'on pouvait se dépasser et qu'on était capable de faire ça tous les 2. Mmh. On s'est vraiment soutenus aussi parce que, oui, Clément qui sortait d'école allait faire des césariennes et être face à des professionnels, donc à des éleveurs aussi. C'était vraiment pas évident. Mmh. Sachant qu'il avait, avant pas eu d'accompagnement non plus, hein. Pendant 5 mois, il était un peu livré à lui-même aussi, donc ouais, ça nous a permis de nous consolider, on va dire, notre couple et notre façon de fonctionner ensemble. Et puis, on a eu vraiment beaucoup de remerciements de la part, de l'autre associé, pas celui qui était malade, mais l'autre. Et on a eu de la gratitude vraiment, elle a été vraiment reconnaissante de tout ce qu'on avait fait. Et puis les clients aussi qui nous félicitaient, c'était en fait la reconnaissance mine de rien, c'est très important et je crois qu'on l'a eu, on l'a vraiment eu avec l'associé et avec les clients. Mmh. Magnifique. Est-ce qu'il y a une anecdote en particulier dont tu te souviens de ces 6 mois, que tu pourrais nous raconter? Heu, une anecdote qui n'a rien à voir, mais qui est très drôle. C'est un monsieur qui avait l'habitude de passer avec ma collègue en canine, qui ramenait son chat, toujours, dans sa caisse de transport avec un caleçon. Parce qu'il voulait que le chat ait son odeur. Et donc la première fois où j'ai ouvert la caisse du chat et que j'ai vu le caleçon, ma collègue ne m'avait pas prévenu qu'il venait avec ça. Donc j'ai voulu étaler comme une petite serviette dans sa caisse de transport. Et je me suis sentie très mal à l'aise quand je me suis rendu compte que c'était un caleçon et le monsieur m'a dit: «Non, non, mais c'est normal, je mets toujours mes caleçons, vous inquiétez pas, il est propre». J'ai dit: «Ah merci de le préciser quand même». Donc il y a eu ça, bon ça c'est Cool! le truc drôle. Après il y a eu des trucs moins drôles, il y a eu, un poulain que j'ai dû, identifier, à l'arrache parce que, l'éleveur s'y prenait à la dernière minute, comme beaucoup d'éleveurs de trotteurs, ils font ça à la fin de l'année parce qu'ils doivent être faits tous au 31 décembre et en fait, il était déjà très grand ce poulain et je me suis fait, casser la tête, notamment, la puce s'est retrouvée pas s'est retrouvée plantée dans mon pouce, mais je me suis coupé une bonne partie du pouce avec l'injecteur de puce parce que, on se bagarrait, dans le box avec le poulain. Enfin, c'était, et il m'avait fait la remarque, gentiment que si j'avais été, donc l'ancien associé, enfin l'associé qui venait d'habitude, ça se serait pas passé comme ça. Et je m'étais dit: «OK, sympa, une ambiance, bon accueil». OK. Donc il y a eu des chouettes, choses, un peu drôles et puis des moins drôles, Ouais, mais c'est ça. Non, non, après OK. j'en suis sortie, grandie et surtout plus affirmée. Après j'avais moins peur de tenir tête et j'avais plus confiance en moi qu'au départ, mine de rien, en fait. Mmh. Ouais. Génial. Donc ce poste-là, c'était un CDD.
Comment vous vous êtes organisés, toi et Clément, donc ton compagnon, pour trouver votre poste suivant après cette expérience? Moi, j'étais partie du principe que je voulais pas m'installer tout de suite dans la région dans laquelle je voulais habiter plus tard. Et Clément était, à l'inverse, volontaire pour s'installer déjà dans la région dans laquelle on voulait vivre plus tard et commencer à voilà, à se faire sa clientèle, à parce qu'en fait, c'était la région dans laquelle il est né, donc forcément, il connaissait beaucoup de monde dans ce coin-là, beaucoup d'éleveurs Mmh. et il avait vraiment envie d'y retourner après cette expérience un peu chaotique. Donc lui, il était, en Normandie, dans le pays de Bray, dans la structure dans laquelle, il a travaillé pendant plusieurs années et moi, je me suis dit: «Non, je veux pas aller tout de suite ici, je vais partir plus au nord, donc vers ma famille, pour, aller dans une grosse structure dans laquelle on sera nombreux et où tout ne reposera pas que sur moi». Donc là, pour le coup, c'était vraiment chouette. J'ai été très bien accueillie par les vétos. Ils ont été volontaires pour me former. Ils ont passé beaucoup de temps avec moi à me former. L'ambiance était bonne entre associés et avec les salariés, avec les ASV aussi. C'était plutôt le rythme de travail qu'ils m'imposaient et qu'ils s'imposaient à eux-mêmes, hein, attention, hein, c'était pas du tout des tirs au flanc, mais heu, j'étais pas capable de supporter ce qu'ils supportaient eux. En sachant que moi, j'étais quand même à 45 minutes de mon logement, alors comme beaucoup de vétos, Mmh. hein, vous allez dire, mais je faisais, 1 nuit par semaine, un week-end par mois et du coup, je dormais pas sur la clinique parce qu'il y avait pas de logement à la clinique, mais chez des amis, dans de la famille, chez des collègues et j'avais l'impression d'être nomade, en fait, de pas avoir de chez moi parce que quand je rentrais le soir, il était 21:00, je repartais le lendemain matin, il était 7:00 du matin. Enfin, beaucoup de gens connaissent ça, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas de cette vie-là dont je voulais. Après, vraiment, je les remercie pour, tout le temps qu'ils ont passé à me former et à m'encadrer et donc je leur ai annoncé mon départ. Je pense que ça les a pas, ils ont pas été choqués parce qu'ils voyaient bien que je ramais pour suivre le rythme. Ouais. Mais j'ai vraiment passé des bons moments à leur côté. Donc ça, c'était pas une expérience OK. traumatisante, mais ça a quand même failli faire que j'arrête le métier de vétérinaire parce que je voulais pas de ça. Des consultations aux 15 minutes, pas de temps avec les gens, toujours pressé, des animaux qui griffent et qui mordent alors que j'avais jamais connu ça jusqu'alors, parce qu'ils sentaient mon stress, Mmh. je pense. Je me suis fait beaucoup, j'ai été opérée de la main, je me suis fait, mordre par un chat, j'ai fait une arthrite septique quoi, comme c'était prévisible qui arrive après une morsure de chat. OK. Bref, je me rendais compte que les animaux me détestaient, que moi j'aimais pas mon travail et que je voulais pas continuer comme ça. Voilà. Ouais, et je t'ai entendu, dire avec, une forme de précaution que, tu étais très contente de ton expérience là-bas et qu'en fait, c'est à toi que ne convenait pas le rythme et qu'il le tenait et cetera, et je trouve ça hyper précieux de savoir admettre que en fait, c'est pas ça qu'on veut et c'est pas ça qui nous convient, et j'entends que, assez jeune, en fait, quand même, tu as été capable de dire: «OK, c'est pas que je suis une moins que rien, c'est juste que moi, ça ne me convient pas. Je n'ai pas envie de cette vie-là et je vois que ça ne me plaît pas et que par rapport à mon fonctionnement personnel, eh bien, il y a un truc qui se vide plus qu'il ne se remplit en termes d'épanouissement, de ressources», Ouais, c'est ça, ouais. je trouve ça cool à ton âge d'avoir réussi parce qu'en plus, du coup, tu assez jeune parce que tu as eu, ton bac, avec un ou 2 ans d'avance, tu as intégré Carré, tu fait que 5 ans d'école, enfin, tu vois, tu un peu plus jeune. Même à cet âge-là, je trouve que ça fait peut-être une différence, je peux me tromper, mais entre 25 et 27, on a déjà gagné un peu plus de connaissance de soi, tu vois? Oui, tout à fait et puis, je pense que la situation aussi, géographique de Clément qui était à 45 minutes plus loin, moi à 45 minutes au nord, on se croisait. Donc clairement, on était colocataires Mmh. et on s'est dit, «Est-ce qu'on veut continuer comme ça ou pas?» Et si on continue comme ça, notre couple va pas fonctionner. C'était sûr. Ouais. Mmh. Ouais, vous avez aussi choisi de prioriser, le couple. Oui, c'est ça. OK. Je veux bien qu'on revienne sur, ce que tu nommes, la formation et l'accompagnement que tu as reçu et que tu as particulièrement apprécié dans ce deuxième job, et que tu nous donnes, peut-être, un exemple concret de à quoi ça ressemblait, ce que toi tu as vraiment apprécié dans la manière dont ils t'ont accompagné. C'était il y a plusieurs choses. La première, c'était la OK. chirurgie parce que dans la première clinique dans laquelle j'ai travaillé, il y avait pas de gazeuse et moi, j'avais fait que de l'équine, donc j'étais absolument incapable de gérer une gazeuse en canine et ils ont pris le temps sur plusieurs chirurgies de m'accompagner pour les gestes techniques de la chirurgie, mais également pour la gestion de la neste en gazeuse. Ça, c'était pour la canine. Ça veut dire que,
Tu fait des chirurgies à plusieurs mains, tu fait des chirurgies avec une personne qui restait avec toi dans la pièce et qui te laissait faire. Tu vois, concrètement, ça se passait comment? Au début, des chirurgies à plusieurs mains, Ouais. notamment pour les stérilisations de chiennes ou les chirurgies un peu plus complexes. Hem et après, en fait, les vétos étaient là, en consulte et moi, j'étais en chirurgie et je pouvais les appeler au besoin et j'avais toujours une ASV qui était avec moi, des ASV expérimentés qui étaient avec moi. Donc ça veut dire que tu gardais, une forme de responsabilité sur l'anesthésie, mais tu avais une personne qui était là pour la gérer? Oui, bah, Tu gérer avais une pas ASV tellement, mais me qui prévenir s'il y avait un arrêt, cardio-respir, ce qui m'est pas arrivé d'ailleurs, mais en tout cas, elle restait pas loin, elle me rassurait en fait, simplement le fait d'être présente, c'était important pour moi. Mmh. elle est restée dans la pièce pendant toute ta chire ou elle, Elle faisait d'autres choses, elle elle nettoyait les boîtes des chirurgies, elle faisait d'autres choses en même temps, mais elles étaient pas loin et si j'avais besoin, j'avais juste à faire, «Au secours!» et elle débarquait tout de suite. Mmh. OK, ouais, donc tu avais vraiment cette, possibilité d'appeler à l'aide et que ce soit hyper réactif. Genre, il y a tout de suite quelqu'un qui venait pour t'écouter, pour voir ce qui se passait, pour répondre à tes questions, à ton besoin, te rassurer. Oui, c'est ça, autant les OK. ASV que les vétos. C'est-à-dire que l'ASV allait chercher un véto si jamais ça allait pas du tout. Et puis pour revenir sur un autre exemple, en équine, j'avais, dans mon premier job, fait des visites d'achat seule, à faire des radios et des trucs pour interpréter les radios où j'engageais ma responsabilité Mmh. sans aucun aval du véto, référent, on va dire. Ouais. C'était moi le véto référent en vrai, mais quand on est débutant, on a besoin d'avoir un vétérinaire, expérimenté qui nous donne son avis. Et là, pour le coup, ils sont venus avec moi pour les premières. Pour toutes les radios que j'ai fait sur les chevaux, j'avais toujours leur avis et s'ils étaient pas dispo, je pouvais leur envoyer, par message, ou par mail des radios pour avoir leur avis. Sur des coliques aussi, j'ai jamais été, totalement lâchée dans la nature, en fait. Ils étaient toujours disponibles, que ce soit au téléphone ou même à venir m'aider, pour, fouiller un cheval, donc pour ça, vraiment, je peux que, les féliciter pour ça parce que j'ai été très, très bien accompagnée et très, très bien formée. OK. Trop cool, c'est chouette de savoir que c'est possible Ouais. et que ça existe de pouvoir prendre soin des jeunes en donnant vraiment quelque chose qui permet, de monter en compétences et de gagner en confiance. Parce que tu l'as dit, hein, tu avais beaucoup gagné en confiance, après les 6 mois, dans le premier emploi et pour autant, tu avais encore plein d'endroits où tu voulais monter en compétences et en confiance et tu as eu tu as eu des personnes qui ont vraiment su répondre à ce besoin d'une manière qui était appropriée pour toi? Non, oui et puis c'était une grosse équipe aussi. Je pense que ça aide quand même quand tu es plus nombreux, bah, tu as toujours un veto associé qui est quand même dispo alors que quand tu es 3 vétos, bah, ça se bouscule pas au Et portillon. oui, bien sûr. Ah mais c'est sûr et merci de le nommer, hein. C'est que bah, quand tu as une équipe de 8, c'est plus facile, d'avoir une personne qui peut se libérer, les autres qui peuvent, temporiser, que quand tu es 3 effectivement, ou moins. Donc là, dans ma tête, il me manque, des éléments de chronologie. Parce que je me dis: à quel moment dans ta vie tu as rencontré, Ludivine? Puisque ça a quand même été une rencontre qui a permis un tournant dans ta vie, qui t'a fait découvrir derrière, une autre manière de pratiquer, et je sais pas à quel moment elle se place par rapport à cette année que tu as fait, vers, plus au nord. Je sais plus trop où c'était, mais plus au nord que ton chéri, Alors c'était dans la Somme, mon poste, au dans la nord, Somme, ouais. c'est ça. Alors je l'avais rencontré en sortie d'école pour tout dire, OK. et voyant son petit cabinet, maintenant je m'en mords les doigts, une petite maison toute mimi, de l'extérieur qui avait été entièrement retapée par ses soins, je m'étais dit: «Non, j'ai pas vraiment envie de ça, j'ai envie de que ça bouge, j'ai envie, de voir plein de cas, j'ai envie de» voilà, j'avais pas envie d'un truc plan-plan, on va dire. Et donc je suis venue visiter ce petit cabinet, on a parlé et derrière je lui ai renvoyé un message, en lui disant, «Bah, ça sera pas pour cette fois, j'ai apprécié l'échange, c'était vraiment super, mais ça sera pas pour cette fois». Ça, c'était au tout début, en sortie d'école et D'accord. puis, après, quand j'étais pas bien, dans ce poste, dans la Somme, j'ai reparlé avec mon copain, de qu'est-ce enfin, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête veto? Est-ce que, je vais dans un labo? Qu'est-ce que je peux pratiquer? Comment je peux pratiquer différemment, pour toujours quand même utiliser mon diplôme de veto? Parce que ça avait quand même fait la fierté de mes parents, et je Mmh. m'étais un peu, donné du mal pour l'avoir donc je voulais quand même pouvoir l'utiliser et puis,
Clément m'a rappelé cette visite avec Ludivine et ce petit cabinet. Il m'a dit, mais écoute, Flore, elle fait de la canine équine, va la voir, enfin, rediscute avec elle, peut-être qu'elle cherche toujours quelqu'un. Et en fait, c'est lui qui m'a rappelé qu'il y avait le cabinet du petit chien noir. Et donc, j'ai recontacté Ludivine. Elle cherchait toujours, heureusement, finalement. Comme quoi, la pénurie de veto, ça peut être bénéfique. Et puis, je me suis dit, allez, je me lance, je vais tenter. De toute façon, c'est la dernière chance. J'ai un peu posé carte sur table en lui disant, par contre, je vais pouvoir ramener mon chien au travail, je vais pouvoir passer le DIE d'ostéopathie. J'avais des exigences, certes, mais qui me paraissaient indispensables pour que je continue à être veto. Et elle m'a dit, OK pour tout. Et elle a jamais euh, émis d'opposition. Elle a toujours été d'accord pour. Alors, je demandais pas un salaire mirobolant, j'étais raisonnable, mais je demandais des choses qui me tenaient vraiment à cœur. Et elle a dit oui pour tout. Donc, j'ai dit OK, go, on y va. Génial. Et c'était juste après, du coup, ça s'est enchaîné les jobs ou tu as eu une pause? Comment t'as Non, fait? j'ai enchaîné assez rapidement. On a déménagé. J'ai dû avoir 1 ou 2 semaines de pause et j'ai pris direct le nouveau poste. OK. Et au petit chien noir, tu fais encore des chevaux? Oui, oui, oui. Je fais toujours de la mixte canine équine. Tout à fait. Alors, c'est pas une OK, grosse équine, hein, c'est 20% et 80% de canine, mais ça me permet de continuer à avoir mes petits clients et de me faire plaisir et je réfère quand je vois que ça me dépasse. OK, génial. C'est marrant parce que j'en étais vraiment pas sûre et j'essayais de me projeter sur, mais est-ce que, il y a encore des chevaux ou pas? Parce que j'entends parler de beaucoup de clients et de je te vois beaucoup à la clinique et je te voyais pas partir dans une voiture et tout, mais si, du coup, tu vas encore faire des visites, en équine. Tout à fait. J'imagine, peut-être à tort, mais tu me diras, mais j'imagine que tu fais de l'ostéo pas mal sur les chevaux? Ouais, alors l'ostéo sur les chevaux, c'est un peu plus particulier parce que les gens ont en général leur ostéopathe déjà depuis Mmh. longtemps, qui vient dans les écuries de façon routinière, et cetera. Donc c'est un peu plus compliqué de faire sa place. Je dirais que j'ai plus une clientèle de particuliers pour les ostéos. Que ce soit en canine ou en équine, mais ça me permet de pratiquer, quand même, oui, 2 à 3 consultes par semaine, d'ostéo pure, donc c'est chouette. Mmh. Parce que, du coup, il y a des moments où tu fais un peu d'ostéo, en plus d'autres choses? Je Ouais, tout t'entends à dire fait, ostéo tout pur, à je me fait. dis, ouais. Quand tu as fait la formation ostéo, tu développes tes mains et ça me permet de faire des palpations abdominales du tonnerre, chose que je savais pas du tout faire en sortie d'école, Mmh. notamment sur les chiens-chats. De pouvoir diagnostiquer des boiteries rapidement, sans spécialement d'examen complémentaire. Alors je fais pas de la magie, hein, j'utilise quand même Bien toujours sûr. la radio et l'écho, mais j'arrive à faire des diagnostics beaucoup plus rapides et plus précis que ce que je faisais avant. Des fois même, je commence à passer l'écho, puis je dis à ma collègue: «Non, attends, laisse-moi palper d'abord, parce que je veux d'abord sentir et après passer l'écho», pour vraiment combiner les 2. Donc pour les diagnostics, ça m'aide vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour les traitements, je dirais que c'est surtout sur le locomoteur que je le pratique. Je le pratique moins. Je sais qu'il y a des vétos qui le font très, très bien sur du digestif, sur du cardio-respiratoire, et cetera. Moi, je le fais moins. J'avoue que je fais plus sur du locomoteur. Mmh. OK, génial. Donc, c'est en quelle année que tu pars, travailler au Petit Chien Noir? C'est en 2020, l'année du covid. C'est avant que le Covid se C'est 1 déclare? mois avant que C'est le covid, avant que le covid OK, commence. Mmh. OK. Donc c'est une année un peu, particulière et pour autant, tu découvres une manière de pratiquer qui te correspond vraiment et je veux bien que, bah, tu nous en dises plus sur qu'est-ce qui était différent pour toi dans cette structure qui t'a vraiment, convaincu et qui t'a vraiment, comme tu dis, redonné goût à pratiquer ce métier? Ah, il y a une liste, très, très longue de choses qui m'ont fait vraiment reprendre On a goût à du la temps, pratique. vas-y! La première chose, c'est, de ne plus me faire mordre et griffer par les chiens et les chats. C'est impressionnant. Enfin, vraiment la différence qu'il y a eu, le avant-après, c'est incroyable. Je me Mmh. fais, quasiment plus griffer parce qu'on utilise une contention douce ou alors une contention chimique. Alors qu'avant, j'avais pas vraiment le temps, donc il fallait que le chat, il se laisse faire pour faire sa prise de sang et s'il était pas d'accord, bah, il balançait les griffes et voilà, je me faisais griffer. Là, au petit chien noir, la différence, c'est que les animaux, ils arrivent, les chiens, ils tirent en laisse pour rentrer. Les chats, Mmh. bon, ils sont pas tous ravis d'être là, mais en tout cas, ils sont pas traumatisés de venir. Et ça, je voulais être vétérinaire pour soigner des animaux, mais pas pour les terroriser, en fait. Et donc là, Mmh. j'ai l'impression que c'est plus le cas actuellement. Je peux vraiment pratiquer comme j'ai envie, les chiens en ostéo, ils se laissent faire, c'est impressionnant. Enfin,
j'ai l'impression d'être plus aimée par les animaux qu'avant. Donc ça, c'est la première chose pour le côté animal. Et après, c'est pour le côté humain que j'ai été ravie d'arriver ici parce que il y avait une clientèle de gens très fidèles à Ludivine, mais qui m'ont accueillie à bras ouverts vraiment, qui m'ont offert des cadeaux, qui m'ont dès le début appelée par mon prénom et moi je suis très à l'aise avec ça. J'aime bien que les gens m'appellent par mon prénom parce que c'est un signe de, je sais pas, c'est un signe amical. Moi je le considère, enfin je prends vraiment ça comme quelque chose de positif. Et puis je voyais les clients qui faisaient la bise à Ludivine quand ils arrivaient, qui lui ramenaient des cadeaux pour son fils. Enfin, j'étais là, mais hâte. Et en fait, je me suis fait ma place petit à petit et je me rends compte que maintenant on a tout le temps des cadeaux. Les gens sont ravis de venir nous voir. Ils sont très. C'est une clientèle qui est, on va dire, bien éduquée, qui sait quand le degré d'urgence, qui sait nous écouter quand on leur explique des choses et qui viennent toujours pas toujours avec plaisir parce que malheureusement on fait des choses pas toujours très drôles, mais qui viennent avec le sourire en tout cas. Et ouais, je me sens beaucoup plus à l'aise dans ma pratique depuis que je travaille ici. Et je peux continuer encore pendant des heures si tu veux. Oui, bah vas-y, je veux bien en entendre d'autres parce que je trouve que c'est... Pourquoi je te pose la question? Parce que je me dis que ça peut donner à plein de gens qui perdent espoir, qui peuvent trouver un endroit où ils se sentent bien dans la pratique et où ils peuvent entendre que ça peut bien se passer avec la clientèle, des exemples de tout ce qui est possible et de qu'est-ce qui peut être vécu par une véto qui lui fait dire j'aime vraiment ce métier et j'ai envie de continuer. Donc vas-y, balance les autres exemples. Je trouve que c'est très précieux que tu aies cet enthousiasme-là. Ouais, notamment le fait de prendre plus de temps en consulte avec les gens. Au début, je me disais mais comment elle fait pour s'y retrouver financièrement? Moi, j'étais salariée, je me faisais payer, elle me payait très bien et j'étais très contente de ça, mais je me disais mais comment en fait, en faisant aussi peu de consultes, mais avant, j'avais l'habitude de voir 25 personnes, enfin 25 clients à la journée. C'était pas exceptionnel, quoi. C'était vraiment régulier. Et là, je voyais 10, 12, 13 personnes à la journée. J'étais bon, bah, super. Moi, j'étais contente de passer du temps avec eux, d'apprendre à les connaître, d'apprendre à connaître leurs animaux. Et en fait, je me suis rendu compte que on pratique beaucoup plus d'examens complémentaires et on va beaucoup plus loin quand on prend le temps de communiquer avec les gens et de creuser un petit peu les problèmes, d'aller du côté de l'alimentation, d'aller du côté des dépenses énergétiques, d'aller du côté, je sais pas, même du côté santé du propriétaire. Enfin, c'est dingue. Et en fait, on va, enfin, j'ai l'impression d'aller beaucoup plus loin dans mes cas que ce que je faisais avant parce que j'ai le temps de pratiquer mes examens complémentaires comme je l'entends. Donc mon échographie, mes prises de sang, les gens ils viennent régulièrement en nous disant ah ben là mon animal il mange pas depuis 2 jours. Bah avant j'aurais dit bon ok on va lui faire un peu de pansement digestif et un antivomitif et on verra. Là maintenant c'est est-ce que vous pensez que c'est judicieux de faire une prise de sang? Oui, dans ces cas-là bah on la fait tout de suite, etc., etc. Et bah finalement financièrement ça fonctionne aussi. Alors c'est pas une usine Afrique hein, évidemment, mais ça fonctionne aussi et puis j'ai l'impression que les gens sont presque plus contents de nous donner de l'argent que si c'était des petites consultes qui coûtent pas cher mais avec un traitement sympto sans vraiment savoir ce qui se passe quoi. Voilà. Donc il y a ça. J'adore cette phrase. Je fais juste une pause. Les gens sont contents de vous donner de l'argent. Non mais c'est vrai, hein. C'est-à-dire qu'il y a, bah ouais, mais en fait, je comprends très bien. Ils ont une qualité de service, ils ont une qualité d'écoute, ils ont une qualité d'accueil qui leur fait dire mais merci d'être là et je suis ravie de vous payer. Et donc j'imagine que c'est pas 100% et pas tout le temps, mais qu'en fait c'est possible. C'est possible que les gens soient contents, même si bien sûr il y a des exceptions et tout. Je trouve que bien sûr que les gens ils peuvent être contents de donner de l'argent quand il y a un bon service. C'est exactement comme qu'on est content à la fin d'un bon resto de payer l'addition en mode mais on revient bientôt, pas tout de suite parce que quand même dans le budget, hein, on va pas faire ça toutes les semaines, mais prenez nos 200 boules pour le super repas qu'on vient de faire parce que vraiment c'était incroyable. Tu vois, il y a quelque chose de merci pour ce, on est content en fait dans l'échange de données. Donc merci de le nommer comme ça, je trouve ça hyper Ah oui, précieux. et puis c'est une moyenne, hein. Alors ça veut pas dire que tout le monde est content et ça veut pas dire que Bien sûr, voilà, mais en bien sûr. moyenne, j'ai vraiment plus de sourires que ce que j'avais avant, vraiment. Ouais. Mmh. Et du coup, tu as une qualité de relation
qui te permet de faire du bon travail, que tu es satisfaite, ça te donne plus confiance, les gens ont plus confiance. Enfin, tu vois, je vois tout un cercle vertueux aussi qui peut s'installer, même si c'est pas possible pour tout le monde de travailler de cette Ah oui, manière en fonction de l'affluence des gens. Enfin, je suis consciente que quand il y a une pénurie de professionnels dans un pays, ben, c'est compliqué de tout le temps prendre le temps parfaitement. Après, toi, tu es dans un endroit paumé à la campagne. Il y a peut-être une densité de population un peu non, inférieure on a quand même qui beaucoup de permet ça gens, aussi. mais on essaye on fait le tri, quoi. Ouais, Pendant ok, longtemps, le tri. on a refusé de prendre des nouveaux clients. Alors, Ok. Ah ouais, donc même à ça la plaira pas campagne. à tout le monde, mais en attendant, on se disait: «Bah non, là, on est en train de perdre la qualité de service qu'on avait et on veut pas de ça. Ok. Donc on est désolé, mais on prend plus de». Bah, c'est un peu comme les médecins généralistes, hein, qui refusent de prendre des nouveaux patients parce que, sinon ils perdent en qualité de soins. Bah, nous, on se disait ça aussi et honnêtement, ça a été, vraiment une période bénéfique pour nous. On a pu se remettre à faire des formations, on a pris un peu plus de temps pour nous. Là, on reprend de nouveau les nouveaux clients, mais il y a quand même eu une période de 4 ou 5 mois où on prenait plus de nouveaux clients. Mmh. Hmm. Et de toute façon, c'est des sujets hyper complexes, hein. Du coup, si t'en prends plus, qui les prend? Ça veut dire que les soins sur certains animaux sont retardés. Mais si tous les vétos se forcent à prendre tous les clients, bah, tous les vétos partent en burn-out, il y a plus de vétos. Enfin, il y a des sujets qui sont hyper complexes. Ouais, tout à fait. Bref, je veux bien encore un autre exemple et puis après on passe à la suite. L'exemple, c'est aussi que l'ambiance dans l'équipe est dingue. Clairement, je me suis jamais autant marrée au travail même jamais autant marrée, tous les jours qu'ici. Vraiment, on a une bonne cohésion d'équipe. On fait beaucoup d'activités en dehors aussi. C'est devenu des amis, au-delà du fait d'être des collègues. Heu, voilà, c'était très important, l'ambiance dans l'équipe pour moi aussi. Alors il y a forcément des hauts et des bas, hein, il y a des petits clashs, hein, comme partout, mais je pense qu'on a appris à en parler quand ça va pas et à dire: «Bon écoute, ce que tu avais dit, ça m'avait pas plu» et hop, on se tape dans le dos et c'est reparti et voilà. Donc l'ambiance dans Génial. l'équipe, aussi un plus. Au bout de 3 années dans cette structure, vous avez décidé, de vous associer avec Ludivine, donc tu es rentrée dans l'association. Qu'est-ce qui t'a donné envie de sauter le pas, de passer du salariat, à l'association? Je suis arrivée dans la structure, en tant que salariée avec projet d'association. Ludivine, C'était déjà ouais, Ludivine m'avait dit qu'elle, elle était pour et moi je m'étais dit de toute façon que je voulais pas rester salariée, toute ma vie, que OK. j'avais envie d'entrepreneuriat en fait, j'aime bien ça, je m'intéressais au monde de l'entreprise et donc c'était dans cet objectif. Après on voulait pas le faire trop tôt, on voulait que j'ai terminé ma formation ostéo, on voulait être sûr de nous, de pouvoir, poser les bases et avancer, main dans la main. Donc au bout de 3 ans, j'avais fini ma formation ostéo, Ludivine était prête aussi et donc on s'est dit: «On y va». Banco. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans le quotidien de devenir associée? Pas grand-chose parce que je m'investissais déjà énormément dans la structure. J'ai plus eu un droit de regard sur la comptabilité, ce qui m'a beaucoup intéressée parce qu'en fait, c'était un monde que je connaissais pas du tout. Alors, on a été formés à l'école, hein, certes, mais on a oublié entre 2 et Mmh. donc j'ai pu m'intéresser au management, à la gestion de l'équipe en général parce que l'usine m'a beaucoup, confié de missions RH. Alors après, on n'est pas une énorme équipe, hein, soyons honnêtes, mais ça m'a permis de pouvoir faire les entretiens annuels, avec les filles, ouais, d'avoir des rendez-vous avec les labos, bref, le métier d'associé vétérinaire, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est là où je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment. Mmh. OK, trop bien. Et comment ça se passe pour toi, aujourd'hui, le fait de te retrouver seule capitaine à la barre? Ah, ça a pas été simple. Ça a pas été simple parce que c'était un peu soudain, mais finalement, je me rends compte que c'est plaisant aussi de pouvoir, décider seule des décisions importantes pour la structure, de pouvoir en effet mener sa barque et de choisir le chemin dans lequel on va. J'ai pu reprendre une salariée, après le départ de Ludivine et en fait je me plais beaucoup à l'accompagner, à faire en sorte justement de lui rendre l'accompagnement que moi j'ai eu par mes prédécesseurs donc
Mmh. Ça me plaît beaucoup. Alors, j'essaie de lui donner confiance en elle parce qu'à nouveau, énorme syndrome de l'imposteur, manque de confiance en soi énorme. Donc, moi, j'ai pas trop confiance en moi, mais j'essaye de lui donner confiance en elle, ce qui est pas spécialement évident. Mais on essaye toutes les deux et ça se passe plutôt bien, pour l'instant. J'ai eu vraiment un gros coup de mou cet hiver parce que, en fait, j'ai eu l'impression que mon monde, s'effondrait, quoi. J'étais bien dans cette structure, avec mon associé, on était une équipe qui tournait bien, ça se passait vraiment bien donc j'ai eu du mal à me dire, «Je vais devoir tout décider toute seule», et puis tout ne reposera plus que ne reposera plus que sur moi et puis, finalement, j'ai l'impression que les beaux jours arrivant et la vente étant finie, je vais beaucoup mieux. Enfin, ça avance petit à petit. OK. Ça a été un moment, un peu difficile et puis là, ça y est, tu es dans la phase où tu vois plus, ce que ça t'apporte, que ce que ça te coûte, quoi. Voilà, tout à fait. Ouais, OK. au départ, je me suis dit: «Mais pourquoi je me suis mise là-dedans? J'aurais dû rester salariée, finalement, j'étais bien salariée», et puis, en Ouais. fait, non, non, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me plaît, parfois j'en doute, mais souvent je me dis que c'est quelque chose qui me plaît et puis, je remercierai jamais assez Ludivine pour tout ce qu'elle a fait pour moi et me faire, rester vétérinaire déjà, c'est une bonne chose parce que ça aurait pu, ne plus être le cas. Mmh. Ah génial. Donc comme tu aimes l'entrepreneuriat et que tu aimes avoir toujours, plein de projets, tu as décidé de te lancer dans un projet de taille il y a à peu près, 2 ans maintenant. Tu m'as contactée pour, me parler d'un sujet. Ce sujet, c'était le bien-être de nos confrères et consoeurs et de nos confrères et consoeurs ASV. Je veux bien que tu en dises un petit peu plus sur, qu'est-ce qui a émergé chez toi? Qu'est-ce qui était à l'origine de ton envie de réfléchir à un projet concret pour agir pour le bien-être, des professionnels du monde vétérinaire? La première chose, c'est que je me suis rendu compte que dans ma promo, on était déjà, à à 3 ou 4 ans sortis d'école, hein. On était déjà, Mmh. 30 30 20 entre 20 et 30 à avoir arrêté la pratique. Et je me suis dit: «Mais pourquoi?» Alors surtout que c'était des gens, quand même qui me paraissaient passionnés par leur métier, passionnés par leurs études, très compétents. Ouais, C'était vraiment des gens ouais. compétents et je me suis dit: «Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils arrêtent?» Donc j'ai creusé un peu le truc, je leur ai envoyé des messages, pas à tous, mais à une bonne partie d'entre eux et ce qui ressortait à chaque fois, c'était, la charge mentale, de travail, la charge de travail, la charge mentale que ça a engendré, l'ambiance au Ouais. sein des équipes, les clients pas toujours faciles. La pression sociale aussi parce que, les vétérinaires, sont vus comme des savants, sauf que, on ne connaît pas tout, on ne connaît pas toutes les espèces, on ne connaît pas toutes les maladies et ça peut arriver d'avoir des failles. Donc c'est ça, c'est les messages que j'ai envoyés à droite et à gauche qui me fait me dire: «Attends, mais pourquoi on en arrive là? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas bien au travail?» Et la deuxième chose, c'est que j'ai une de mes très, très bonnes amies, qui se reconnaîtra, je pense, qui était une des personnes les plus brillantes que je connaisse, vraiment, en tant que véto et en tant qu'humaine, hein, vraiment, elle est humainement très compétente. Elle adore les gens, elle adore la vie animale et humaine et elle m'a dit: «Je vais arrêter véto» et là, je me suis dit: «Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment il y a eu une erreur?» Voilà, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Et Mmh. donc là, j'ai vraiment creusé le truc et je me suis dit: «Il faut faire quelque chose pour la profession vétérinaire qui va très, très mal». Alors je sais qu'il y a déjà énormément de choses de faites, hein. Après je pense que les choses mises en place, sont pas mises en commun et c'est un peu dommage parce que, on connaît, les initiatives du SNVEL, on connaît les initiatives de l'ordre pour essayer de faire en sorte que les vétérinaires se sentent bien au travail. Et malgré tout ça, il y a quand même toujours des burn-out, il y a quand même toujours des dépressions, il y a quand même toujours des suicides et ça, je voulais plus l'entendre quoi, je voulais plus entendre ça. Oui. OK. Je peux continuer parce que j'ai encore Ouais, vas-y, vas-y, des ch carrément et ouais, j'allais dire qu'il y en aura toujours des suicides, des burn-out, des dépressions, mais là, il y a une proportion qui est, oui, c'est le catastrophique et pourcentage. Ouais. c'est ça qui est voilà, c'est qu'en fait, il y a pas de manière magique de faire en sorte qu'il y ait plus personne qui se suicide dans une profession, mais là, on est sur des chiffres qui sont vraiment cata. Mmh. Mais du coup, je veux bien que tu poursuives sur, qu'est-ce qui ouais, qu'est-ce qui s'est passé pour toi quand tu as commencé à voir ces choses-là et que tu t'es dit: «OK, il y a déjà plein de choses qui existent, mais en fait, force est de constater que ça suffit pas et moi j'ai envie d'agir aussi».
Je fais partie d'un groupement de vétérinaires indépendants qui est le GIE Veto Alliance et on a fait une assemblée générale où tout le monde se posait la question de: «Mais comment se fait-il qu'il y ait autant de vétos qui partent et qu'on n'arrive pas à recruter?» Et j'ai levé mon petit bras en me disant: «Et pourquoi on ferait pas un truc, en commun où on garantirait, à chaque vétérinaire, un salaire décent, des conditions de travail, correctes, pas forcément toujours optimales parce que notre métier, il veut que ce soit pas toujours optimal, mais en tout cas, qu'on garantisse ça au sein de notre GIE et qu'on se mette tous d'accord sur une espèce de convention collective, mais de notre GIE, quoi». Et j'ai un homme qui s'est levé et qui m'a dit: «Mais en fait, tu peux pas demander à toutes les cliniques de mettre un salaire minimum, c'est on peut pas imposer ça aux gens, chaque clinique est libre de faire ce qu'elle veut», et donc je me suis dit: «Bon, visiblement». Alors j'ai d'autres gens qui sont venus me voir en me disant: «Super idée, c'est très bien, c'est vraiment là-dedans qu'il faut que tu ailles. Vas-y, si tu as envie de faire quelque chose, on va te suivre» et cetera. Et justement, je me suis dit: «Bon, il y a des récalcitrants». Je pense que c'est aussi parce que, ben, peut-être que quand, ils sont sortis d'école, on ne les a pas, aidés et qu'ils se disent que maintenant ceux qui sortent d'école, ben, on ne va pas les aider non plus et qu'il faut se débrouiller et faire, soi-même son charbon, quoi. Et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, je peux toujours tenter de faire le truc dans mon coin. Si derrière le GIE me suit, bon, bah, ça sera super». Et je suis partie dans l'idée d'un label, qui garantirait aux vétérinaires cherchant du travail, heu et aux vétérinaires présents dans la structure et aux ASV présents dans la structure, un niveau, exigé de bien-être au travail, enfin de qualité de vie au travail minimum. Et donc c'est là que m'est venue l'idée du label Vet Friendly. Trop génial. Par quoi t'es passée pour en arriver à l'idée d'un label plutôt qu'autre chose? Ben, je me disais qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui existaient pour accompagner les vétos qui allaient mal, notamment, Vétos Entraide qui est vraiment, très actif dans la profession, l'USNVEL qui fait, régulièrement des formations et de la sensibilisation. Je me disais qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient faites dans le domaine du mal-être au travail et j'avais vraiment envie pour mettre en lumière ce que j'avais vécu moi, j'avais vraiment envie de mettre en avant les cliniques qui font tout pour que, les gens se sentent bien au travail. Et ouais, comme Ludivine m'avait vraiment redonné foi en la profession, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas essayer de le faire moi pour les autres, en fait», de les mettre en lumière et de faire en sorte qu'ils puissent mieux recruter parce que, ben, c'est dans ces cliniques-là que, bah, peut-être tu auras moins de chance. Alors je dis pas que ça arrivera jamais parce que, ben, comme tu dis, c'est impossible d'éviter à 100, mais dans lesquelles tu te sentes bien et que tu aies envie de te lever le matin et que tu sois pas, trop stressé, qui t'accompagnent et cetera et cetera. Mais sans mettre sur le banc de touche les associés parce que, bah, les associés, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est eux qui font fonctionner les entreprises et donc il fallait que ce soit quelque chose de commun entre salariés, associés, vétérinaires, ASV et qui tire quand même vers le haut les cliniques qui font l'effort d'être, pet friendly. Donc voilà, c'est de là que m'est venue l'idée. À la base, je voulais une certification, un peu comme un petit diplôme et puis en fait, en cherchant dans ce qui existait dans le monde des entreprises, j'ai vu qu'il y avait des labels qui existaient et qui étaient performants, que ce soit pour le cat friendly par exemple ou pour d'autres, même dans autre que le monde vétérinaire, hein, qui étaient vraiment intéressants et qui étaient déjà bien fonctionnels et qui sont déjà utilisés, depuis des années, au sein des entreprises en France et donc les vétos, pourquoi pas? Voilà. Ouais, carrément. Trop bien. Qu'est-ce que c'est exactement, du coup, le label Vet Friendly? Comment tu le définirais? Je le définirais comme, un gage de qualité des entreprises sur, la qualité de vie et les conditions de travail. Et après, c'est un méli-mélo entre, des choses, légales, c'est-à-dire, le respect du code du travail, le fait d'avoir tous les documents en bonne et due forme. Ça, c'est la base de la base. Ce qui n'est pas toujours respecté dans le monde veto parce que les vétérinaires associés sont pas au courant. Attention, je dis pas que les gens le font volontairement, mais en tout cas, ça permettrait d'accompagner les entreprises pour se mettre dans les règles. Et ça, c'est la base, on va dire. Et après, de les aider à s'améliorer sur la gestion de leur personnel, sur
leur manière d'appréhender les choses, les clients difficiles, les problèmes d'argent, le management, le recrutement. En fait, de créer une certification, donc un label, mais aussi un accompagnement. Pas que un label où on met, paf, on met le tampon sur la clinique et basta. Non, c'est pas mon objectif du tout. Mon objectif, c'est vraiment de C'est créer un quoi la accompagnement. différence que tu fais? C'est quoi la différence que tu fais entre, venir, cocher des cases, et mettre un petit tampon et proposer un accompagnement? Qu'est-ce qui fait que tu fais cette nuance? Pour moi, la qualité de vie et le bien-être au travail, c'est pas quelque chose de figé. En fait, c'est quelque chose qui évolue avec les gens. Les gens, à un moment dans leur vie, ils sont bien, à un moment, ils sont pas bien. À un moment, il y a quelqu'un qui part de l'équipe, à un moment, il y a quelqu'un qui arrive dans l'équipe. Et donc, si tu apposes une vignette, tu peux pas suivre les gens dans leur évolution et les cliniques dans leurs évolutions. Donc, je voulais quelque chose de absolument pas figé et d'évolutif. Donc, avec forcément un accompagnement, parce que pour progresser, il faut se faire accompagner par une professionnelle ou en tout cas avoir la volonté de toujours vouloir faire mieux. Hein, parce que tu peux pas rester sur tes acquis, mais même en tant que véto-praticien, il faut pas rester sur ses acquis. Il faut faire des formations, il faut essayer de s'ouvrir aux autres. Voilà, c'est pareil. C'est essayer d'évoluer et de jamais rester sur ses acquis en matière de qualité de vie au travail, parce que si tu restes sur tes acquis, à un moment, tu n'auras plus cette qualité de vie au travail. Faut toujours Eh oui. se poser des questions. Ouais. Quand tu parles du côté évolutif, est-ce que ça veut dire qu'il y a différents, niveaux de labellisation? Ou est-ce que ça veut dire autre chose quand tu parles de ce côté-là? Alors tout à fait, il y a différents niveaux dans le label. Heu, pour le niveau 0, c'est vraiment le niveau b.a.-ba administratif. Donc pour ça, OK. c'est pas toujours évident, hein, je l'entends, mais au moins ça permet de se remettre bien à la page pour voilà, le respect du code du travail et et si l'inspection du travail passe, tous les documents sont en bonne et due forme. Voilà. Ça, OK. c'est le niveau 0. Ensuite, dans le niveau 1, on commence à se poser des questions de qui est bien au travail, pourquoi, est-ce qu'on a de la reconnaissance, est-ce qu'on a des formations qui sont proposées, est-ce que on rentre un peu plus dans le concret du qualité de vie au travail, hein, c'est un peu plus précis. Et dans le OK. niveau 2, bah, ça va encore plus loin, sur ce qui est mis en place au sein de la structure, sur comment se sentent les gens dans cette structure. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance d'équipe, voilà. Et il y aurait potentiellement un niveau 3 qui, pour l'instant, n'est pas encore vraiment élaboré, parce qu'on ne sait pas encore s'il y a des cliniques qui pourront atteindre le niveau 3. Ça serait vraiment bien, mais pour le moment, ça me paraît déjà bien d'avoir le niveau 0, voire le niveau 1. OK. Ouais, c'est ça, c'est que dans la réalité actuelle du fonctionnement de l'entreprise vétérinaire, obtenir le niveau 0 et 1, ce serait déjà, vraiment un gage de qualité et un gage d'engagement à agir, en fait, pour la QVCT. C'est ça. Les structures, en fait, elles feraient un pas en avant vers la Mmh. QVCT. Et donc, le niveau 0, Ouais. déjà, c'est pas rien. C'est juste respecter ce que toutes les cliniques devraient faire, mais que la plupart ne font pas. Donc, c'est vraiment un gage OK. de qualité. Ouais. Mmh. Mmh. OK. Et du coup, à partir du niveau 0, il y a, la considération qu'il y a une labellisation? Ouais. En fait, c'est basé sur des indicateurs. Ils sont très nombreux, mais c'est en pourcentage que ça s'exprime. Et si OK. 75% des indicateurs sont validés, le label est attitré, mais en cours d'acquisition, on va dire. Et par contre, une fois que 90% des indicateurs sont validés, là, le label est acquis. Il est acquis, pour toujours ou il y a une révision? Ça se passe comment? Alors, c'est pour une durée indéterminée, mais c'est un peu comme le routard. Tu vois, tu vas dans un resto et tu vois, le routard date de 1990. Tu te dis: «Ouh, Mmh. ça a pas été revu depuis et à mon avis, c'est pas terrible». Donc en gros, il y aurait une année qui serait attribuée à chaque fois que l'entreprise déciderait de passer au niveau supérieur ou déciderait de se refaire «labelliser» entre guillemets. Ah ouais, donc c'est aussi ça, ce que je comprends, c'est que c'est aussi pour ça qu'il y a ce côté évolutif. C'est que, on va te dire que tu as le label en 2025, par exemple, parce que tu fais partie des premières entreprises qui se disent: «Youpi, je veux ce label» et si pendant 5 ans,
tu ne fais pas de révision, tu ne refais pas un accompagnement pour évaluer la qualité de tes démarches en termes de QVCT, eh bien, en fait, ce que les gens voient, c'est que oui, c'est bien, tu as fait quelque chose une fois, mais que possiblement, il y a plus de preuves par une entreprise extérieure qui vient t'auditer que tu continues bien tes démarches, quoi. C'est ça. C'est Le ça? label est acquis pour une année, et donc enfin pour une année, pour voilà, à une année donnée. Mais par contre, Ouais, si tu fais pas les démarches de poursuivre ton engagement, il est plus valable. Enfin, ça, au bout de 5 ans, tu peux te dire bon bah faut peut-être revoir quand même sa copie et voir s'il est toujours d'actualité ou pas, ce label. ouais, Mais bien c'est sûr. pas du tout une Surtout que obligation. Après, chaque entreprise bien fera ce sûr, qu'il entend, et s'il a eu oui, l'accompagnement, enfin, si l'entreprise a eu l'accompagnement qu'elle voulait et que ça lui permet d'être bien dans son équipe, qu'elle a l'impression que tout le monde est à sa place et qu'il y a bien pas de sûr. turnover et que tout se passe bien, bah, ça sert à rien du tout de se refaire labelliser. Par contre, s'il y a des choses à revoir et qu'il y a, des accompagnements à avoir, et ben, il faut, Oui. Oui, parce que le but, c'est pas le label pour le label. Le but, c'est le label pour pouvoir montrer aux personnes dans l'entreprise et aux personnes qui veulent peut-être l'intégrer, ce qui est très concrètement fait pour aller dans le sens de la QVCT. oui, Et en fait, faire cette démarche d'accompagnement, c'est aussi pour dire: «Voilà ce qu'on met en place». Ça peut ne pas vous convenir parce que les choix qu'on a faits peuvent ne pas correspondre à vos préférences, mais pour autant, nous avons réfléchi et nous avons agi et nous sommes capables d'en parler et je trouve ça hyper pertinent ce que tu dis, c'est que pour une entreprise qui est hyper stable, qui a fait une démarche à un instant T, mais qui en fait s'est vraiment hyper bien approprié les outils, a compris la philosophie et du coup développe vraiment une capacité d'attirer des jeunes des nouvelles recrues et de fidéliser et de prendre soin de l'équipe. En fait, c'est pas ça a pas forcément de pertinence de refaire systématiquement la démarche parce que bah, de toute façon les gens ils le voient bien autour que on prend soin et qu'il y a des démarches qui sont mises en place régulièrement et que sans surveillance d'un organisme extérieur, c'est quand même fait. oui. C'est ça qui est Tout à intéressant. fait. Et puis par contre, après, quand tu veux vraiment progresser et te dire: «Bon, là, maintenant, je veux passer au niveau supérieur», bah, hop, tu te remets dans les démarches et tu essayes de passer au niveau supérieur. Avec l'accompagnement et la validation, des acquis. Mmh. Génial. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire à propos, de ce label, à propos de ta démarche, à propos, de ce que ça tu investi? Enfin, je sais pas trop là s'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais, exprimer, pour que les professionnels du monde vétérinaire t'entendent sur ce sujet? Oui, en fait, ce qu'on n'a pas dit jusque-là, c'est que ce label, il existe par, l'intermédiaire d'EV3. EV3, c'est une entreprise, qui a été créée, justement dans le domaine de la QVCT pour labelliser, les sociétés autres que vétérinaires à la base. Donc ils Mmh. avaient déjà mis en place vraiment tout un protocole, vraiment, bien pensé avec un comité scientifique. C'est un peu ça qui m'a fait craquer, j'avoue, parce que, je sais que l'université de Bourgogne-Franche-Comté, actuellement fait des recherches sur, le mal-être au travail des vétérinaires et Ouais. constate beaucoup de dégâts d'ailleurs. Et il y a un des membres de ce comité scientifique qui, fait partie de l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc ça m'a mis la puce à l'oreille et je me suis dit: «OK, ces gars-là, il faut que je les contacte parce que, leur label a l'air de vraiment tenir la route. Leurs indicateurs sont validés par un comité scientifique. Ils ont de l'expérience dans le domaine de la labellisation», parce que ça, c'est pas anodin. Moi, je suis vétérinaire généraliste, hein, à la base, donc j'ai quand même vraiment 0 expérience dans le domaine de l'entreprise. Et quand je me suis rapprochée d'eux, ils m'ont dit: «Mais en fait, il faut qu'on adapte notre référentiel au monde vétérinaire». Et on a fait ça, récemment où on a, donc moi, j'utiliserai leurs outils déjà mis en place avec un comité scientifique qui l'a validé. Mais en même temps, on a adapté les questionnaires et les, indicateurs au monde vétérinaire qui est quand même vraiment un monde particulier que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. D'ailleurs, même EV3 à la base, ne s'imaginait pas l'ampleur de la situation. Et donc le label s'appellera exactement Vet Friendly par EV3, pardon. OK. Ce qui enfin, il faut rendre à César ce qui est à César. J'utilise leurs outils, clairement, qu'on a transformés, qu'on a réadaptés au monde véto et eux me donnent ce côté objectif de la labellisation. Parce que, j'entends bien que quand on est vétérinaire et qu'on labellise des entreprises vétérinaires, on peut quand même avoir un côté, heu, subjectif clairement, donc là, au moins, eux qui ne sont pas du tout du milieu, donneront l'avis final sur la labellisation
je m'étais posé beaucoup de questions au départ sur comment justement attribuer à la fin le label. J'avais contacté beaucoup de gens, d'ailleurs je les remercie, à l'ordre, au syndicat, chez Veto Entraide. J'aurais aimé faire quelque chose de global avec toutes ces personnes-là, mais je me dis qu'il y a toujours un côté un peu heu, intérêt, et j'ai peur qu'on remette en Mmh. question ce label à cause de ça. Et du coup, bah là, la présence de V3 me permet de m'affranchir complètement de ce côté subjectif. Et eux, ils sont purement pragmatiques, c'est-à-dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a pas ça, il y a pas ça, voilà. En fait, c'est bon, bien sûr, il y a des nuances parce qu'on va faire des entretiens individuels, dans les cliniques, on va visiter les locaux pour voir s'ils sont agréables, donc il y a quand même beaucoup de choses qui viennent nuancer tout ça. Mais il y a vraiment ce côté objectif de, la présence de V3, et ça me rassure beaucoup quant à la fiabilité du label. Ouais. Ce que j'entends, si je peux le résumer comme ça, tu me dis si ça te parle pas du tout, c'est que d'une certaine manière, en ayant une entreprise qui est totalement extérieure au milieu vétérinaire et qui ne contient pas de vétérinaires dans ses membres, ça évite les risques d'être accusé de copinage et que du coup, il y ait vraiment une décrédibilisation de la qualité du travail parce que ils font un travail de ouf quand même. Comme tu l'as dit, il y a tout un comité scientifique de personnes qui s'est posé sur le questionnaire, sur les différents outils pour que ce soit vraiment utilisable dans tout type d'entreprise. Ça a été adapté pour l'entreprise vétérinaire, mais en fait, c'est un truc hyper solide qu'ils ont construit, quoi, Tout pour à prendre fait. soin de la QVCT. C'est ça, et puis ouais, c'est ça. C'est très pertinent de faire appel à une entreprise extérieure pour ça, parce qu'ils se sont beaucoup remis en question pour s'adapter au monde veto, hein, comme j'ai vraiment insisté, là-dessus, parce que Ouais. c'est vraiment, ils ont passé beaucoup de temps avec moi, à se dire: «Est-ce que ça c'est pertinent? Est-ce que ça c'est pas pertinent?» Parce qu'il y a quand même l'histoire des gardes, des astreintes, des forfaits jours, des machins, des trucs. Et bon, il faut quand même être réaliste, c'est un métier qui est pas le métier de tout le monde, hein. Je pense que quand tu es pas dedans, tu te peux pas te rendre compte à quel point c'est un milieu particulier, et donc ils se sont Ouais. pleinement adaptés à ce que enfin, voilà, à ce que j'imaginais pour ce label. Ils ont joué le jeu. On va dire qu'ils ont joué le jeu, et bon, on attend de voir parce que, alors je continue sur l'évolution de ce label, mais les premières cliniques tests devraient avoir lieu courant juin, au moment de la diffusion Mmh. du podcast. Donc on va tester dans les cliniques réellement si ça fonctionne. Et si ça Ouais. fonctionne, les premières cliniques devraient être labellisées là, milieu 2025 quoi, juillet-août 2025, ça serait bien. Mmh. Génial. Ça y est. Qu'est-ce que ça te fait de voir 2 années de travail qui aboutissent à quelque chose de très concret avec des rendez-vous qui sont pris pour faire les premières cliniques tests pour voir comment se déploie cette labellisation? C'est de l'excitation, de la joie, de la fierté aussi parce que j'ai tenu bon. J'avais vraiment beaucoup de gens contre moi qui me disaient que bon, ça marcherait pas ou que ça serait du business et que ça serait pas autre chose. Mmh. Donc j'attends de voir. Je veux pas m'avancer trop vite. Je suis quelqu'un d'assez prudent. Enfin, à la fois je suis obstinée, mais je suis quand même prudente. Je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'aimerais que ça change quelque chose au sein du monde vétérinaire. Je veux pas avoir la Ouais. prétention de faire ça. Honnêtement, pour l'instant, je sais pas ce que ça va donner. Je veux juste avoir essayé de faire quelque chose, et je pense que je suis bien partie. Ah ouais, carrément, tu carrément bien parti et je trouve ça important, hein, ce que tu es en train de nommer, c'est la crainte que les gens puissent accuser le fait que ce soit quelque chose de lucratif parce que les gens vont payer en fait pour se faire accompagner. Les gens vont payer pour l'audit, pour l'accompagnement qui leur permettra d'obtenir. Mais en fait, in fine, le but c'est quand même que les gens aillent bien et que ben oui, il y a des professionnels qui vont venir agir, bah ça coûte de l'argent en fait. Le but c'est pas de s'en mettre plein les poches sur le dos des vétérinaires et des ASV qui vont mal, mais c'est que ben aujourd'hui en fait tout travail mérite salaire si je peux le dire comme ça et que ben bien sûr qu'il y aura une contrepartie financière pour la labellisation, mais que le but c'est pas pour toi, le but c'est pas de trouver un nouveau truc pour gagner plus d'argent, mais c'est bien d'agir pour le monde vétérinaire et tu as trouvé ce système-là et que ben si tu gagnes de l'argent au passage, j'ai envie de dire bah tant mieux pour toi. Tu vas faire un truc hyper utile et en plus ça te permet d'améliorer ton confort de vie, bah tant mieux quoi. Enfin bon, c'est mon point de Oui. vue mais je trouve ça précieux. Non, mais je suis d'accord avec ça. Le truc, c'est que moi, j'aimerais rester quand même vétérinaire généraliste pour garder un pied, à fond dans Oui, la profession et me rendre compte des oui, oui. réalités du terrain. Parce que
Avant de travailler là-dedans, j'avais aucune notion de ce que ça pouvait être d'être vétérinaire associé et de gérer sa Ouais, bien barque et sûr. de galérer en recrutement, de galérer avec des clients, de galérer financièrement. Donc je veux absolument pas dénigrer ceux qui voudront pas participer à ce label parce que j'entends bien que c'est pas facile pour tout le monde et que mais j'aimerais pouvoir tirer vers le haut et aider ceux qui ont envie d'aller plus loin là-dedans, quoi. Et de les mettre en avant, de les valoriser parce que, bah, c'est comme au sein d'une classe. Il y a les mauvais élèves qui sont jamais des mauvais d'ailleurs, c'est juste qu'ils ont pas toujours été bien accompagnés, et il y a les bons élèves qui peuvent aider les moins bons à aller mieux. Et en fait, je me dis, bah, il faut valoriser ces bons élèves-là, les mettre en avant et leur dire: «C'est bien ce que vous faites, mais partagez votre savoir et aidez les autres». Bah, là, c'est pareil. Au sein du monde véto, on est dans une grande classe et on a, les bons, on a les moins bons, mais l'essentiel, c'est que tout le monde soit tiré vers le haut et soit meilleur, quoi. Voilà. Mmh. Trop bien. Merci de nous partager, ta vision de l'intérêt qu'a ce label. C'est une manière de tirer vers le haut les gens et la QVCT, au sein du monde véto, en fait. Ce qui est quand même, un élément, fondamental, aujourd'hui à prendre en compte si on veut arrêter l'hémorragie, entre dépression, burn-out, suicide et juste personnes qui quittent la profession parce qu'ils ont dégoûté, quoi. Ouais, et puis C'est actuellement, on est plutôt en mode, il y a trop de demandes et pas assez de vétos sur le terrain. Mais d'ici quelques années, ça va plus être le cas et j'ai peur qu'il y ait des jeunes vétos qui se fassent massacrer, pas volontairement, mais qui mmh. qui prennent vraiment cher parce que on est dans un monde où, on est extrêmement sollicité, que ce soit par la famille, par les amis, par le travail, par, nos loisirs, notre sport. On veut toujours se surpasser, toujours être le meilleur pote, toujours être le meilleur en sport, toujours être le meilleur vétérinaire, toujours, et en fait, si on prend pas soin de soi, on finit par tout lâcher, en fait, péter un câble. Mmh. Et là, j'ai peur que du coup, les jeunes générations qui arrivent, se retrouvent jetées dans le monde du travail avec, du coup, plus beaucoup, de choix et qui doivent prendre les premiers postes qui viennent. Et j'ai certainement pas envie qu'ils se retrouvent, comme moi à se dire: «Mais est-ce que j'arrête d'être véto parce que c'est pas ce milieu-là que je veux et c'est pas ce métier-là que je veux faire». Donc je veux vraiment, me crier haut et fort qu'il faut prendre soin des gens et qu'il faut, pas forcément par le label, mais en tout cas qu'il faut faire des démarches pour que les gens se sentent bien au travail, si on veut les garder et si on veut qu'ils pètent pas un câble, quoi. Mmh. Ouais. Oui, c'est ça, c'est que le label, c'est un outil, c'est une proposition, c'est une option et il y a des gens à qui ça conviendra, il y a des gens à qui ça conviendra pas, mais le message global, c'est, il faut prendre soin. Là, si on veut pas imploser, c'est cool de prendre soin, pas que des animaux, en fait, mais aussi des gens qui les soignent. Ouais, tout à fait. Trop bien. Je vois le temps qui passe et je me dis: «Tiens, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé là?» et où tu te dis: «Ben, si on peut prendre encore quelques minutes, j'aimerais bien parler de ça maintenant qu'on a bien parlé de Vet Friendly et que j'espère que ça a éclairci, les gens sur ce que c'est et que ça a donné envie à des gens de te contacter». Est-ce qu'il y a un sujet qui te tient à cœur que tu voudrais, aborder aujourd'hui? Mmh, je pense qu'il faut enfin, s'il y a un sujet que je voudrais aborder, c'est que je suis, un peu multitâche. Je fais pas que véto, j'aime faire plein d'autres choses. Et je pense que aussi pour être bien au travail, il faut ne pas avoir que son métier. C'est vraiment mon avis, hein, c'est très personnel. Ça n'engage que moi, mais je pense que c'est très important d'avoir, une famille, d'avoir, des amis, d'avoir, un sport, enfin de toute façon, peu importe ce que tu as, mais d'avoir quelque chose qui te permet de décompresser et de te vider la tête parce qu'on vit quand même des choses pas cool, avec les euthanasies, avec les annonces de maladies graves, avec des clients, des fois qui sont pas toujours très compréhensifs, et je pense que c'est important d'avoir, son petit, cocon, son petit, noyau, précieux pour se sentir bien. Mmh. Et ça, c'est un sujet aussi que je voudrais aborder, c'est que les vétos, c'est pas que des vétos, c'est des humains et qu'ils ont aussi plein de facettes, autres. Par exemple, bon, on est là pour parler de moi, alors je vais je vais te raconter un peu ma vie, mais Vas-y, mais raconte ta vie. j'adore faire de la maçonnerie. C'est quelque chose qui me vide la tête. Vraiment, en ce moment, on enlève des joints et on refait des joints, sur notre façade de maison et c'est quelque chose de purement, pratique qui me fait pas réfléchir, hein, on va pas mentir. Je réfléchis pas quand je fais ça. Mais par contre, ça me permet d'être meilleure dans mon métier. Alors c'est moche, mais il faut, faire d'autres choses. Enfin moi, en tout cas, il faut que je fasse d'autres choses pour être plus à l'écoute, plus présente dans mon travail et je pense que ça, des fois, on s'oublie un petit peu. On se dit, bah, en tant qu'associé, il faut qu'on soit là,
24/24. Il faut pas qu'on abandonne l'équipe. Il faut qu'on soit là pour les clients. Il faut qu'on soit là pour l'administratif, pour les consuls, pour tout. Mais si tu veux pouvoir faire ça, je pense qu'il faut quand même avoir un vrai socle à côté qui te permet de t'évader et de te vider la tête. Et donc, Ouais. le sport, la maçonnerie, la famille, la fête, enfin ce que tu veux, mais mais quelque chose qui permet de t'évader, quoi. Et donc voilà. Ouais. OK. Trop bien, merci pour, ce message. Hem, S'il y a des gens qui veulent te contacter du coup à l'issue de cette interview, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Je préfère par mail. Je vais donner mon mail perso, donc vous pouvez me contacter par Ouais. mail. Pour le label, il suffit de mettre dans l'intitulé, pour le label ou sinon suite au podcast, dans l'objet, suite au podcast. Voilà. OK et le mail du coup c'est quoi? C'est florenoël, FLORENOEL @orange.fr. Tout simple, merci beaucoup. On passe à notre toute dernière question pour cette interview Flore. Je te propose de te projeter, sur, la fin de ta carrière, que je te souhaite dans très, très longtemps, et que tu continues de te régaler encore, fort longtemps. Et je voudrais que tu me dises qu'est-ce que tu aimerais, le jour où tu arriveras à la fin de ta carrière, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire de ce que tu as fait? Je pense que tout le monde répond souvent la même chose, mais j'aimerais pouvoir dire que je suis fière de moi, que j'ai plus de syndrome de l'imposteur, que j'ai ma place là où je suis, Mmh. que j'ai rendu les gens heureux autour de moi aussi, parce que j'espère pouvoir le faire, que ce soit professionnel ou personnel. Et puis, que j'ai toujours cette même volonté de vouloir faire 1000 choses. Alors je pense que je me calmerai avec l'âge et j'espère, parce que sinon mon cœur tiendra pas. Mais j'ai vraiment j'ai vraiment envie de me dire, j'ai aucun regret. Je veux, voilà, toute ma vie, j'ai fait que des choses que j'avais envie de faire. Je me suis jamais mis de barrière et je les ai faites, jusqu'au bout, sans regret. Voilà, ne pas avoir de regrets. Génial. Merci beaucoup Flore, c'était un vrai plaisir pour moi de partager ce moment avec toi et j'espère que pour nos auditrices et nos auditeurs aussi. C'était un plaisir de t'écouter et de nous raconter, ton parcours et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Ciao Flore et à très bientôt. Ciao Pauline. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.